assert power over another. By making him suffer. Exactly. Obedience is not enough. Power is inflicting pain and humiliation, otherwise you cannot be sure. Power is tearing human minds apart and putting them together again in new shapes of your own choosing. Power is not a means, it is an end. In our world, there will only be triumph and self-abasement. Everything else we shall destroy. The past is forbidden. Why? Because when we can cut man from his own past, then we can cut him from his family, his children, other men. There is no loyalty except loyalty to the party. There is no love except love of Big Brother. All competing pleasures we will destroy. If you want a vision of the future, Winston, imagine a boot stamping on a human face forever. Winston, you are thinking that my face is old and tired. That while I talk of power, I'm unable to prevent the decay of my own body. But the individual is only a cell, Winston. And the weariness of the cell is the vigor of the organism. You'll fail. Why? It's impossible. Hatred and fear have no life. Why is hate less vital than love? I don't know. But somehow you will fail. Something will defeat you. Life will defeat you. L'extrait que vous venez de voir est tiré du film 1984 qui a été réalisé par Michael Radford en 1980, qui est sorti en 1984. Il a été tiré bien entendu du roman de George Orwell que j'imagine vous connaissez tous. Il y a deux acteurs qui sont dans cette scène. Le premier est John Hurt qui joue le rôle de Winston Smith et qui est soumis à la question sur sa table de torture, et Richard Burton qui joue le rôle d'O'Brien, qui est un personnage important du régime totalitaire, parce qu'il s'agit de cela, dans 1984, le roman ou le film, de décortiquer et de montrer ce qu'est un régime totalitaire. Et avec le mauvais esprit qui me caractérise, j'ai l'intention de prendre les phrases, pas toutes bien sûr, mais les phrases que vous avez entendues dans cet extrait, et de regarder ce qu'elles donnent aujourd'hui dans notre monde contemporain. La première phrase que j'ai reprise, que j'ai notée, c'est « Le pouvoir est d'affliger des souffrances et des humiliations ». Aujourd'hui, nul doute qu'il y a des souffrances sociales, et aucun sociologue, même écrivant au Figaro, ne pourrait le nier. Et nul doute aussi qu'on humilie des peuples entiers et des individus. Les peuples, il suffit de regarder la Grèce, cas qui m'est cher, vous le savez, qui depuis 2010 a été soumis à une humiliation débridée, et à sa conséquence, et aussi à des souffrances sociales qui n'ont pas été vues depuis très longtemps, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est cela même l'exercice du pouvoir. Alors d'autres pays dont le nôtre souffrent exactement de ce genre d'humiliation et de souffrance, bien sûr, on pourrait reprendre une partie des pays africains, mais bien d'autres encore. Mais notre pays n'est pas exempt non plus de souffrance et d'humiliation. Là encore, il suffit de lire la littérature. Je lisais récemment un travail de sociologue qui a été fait en Angleterre, en Angleterre, où il y a à peu près 1 million de sujets britanniques qui souffrent de la faim. 1 million de sujets britanniques qui souffrent de la faim. Les humiliations chez nous, eh bien, c'est toutes les catégories qui ne pourront pas s'en relever. Et qui sont faciles à humilier. Je veux parler des immigrés, des chômeurs, des SDF, des assistés, comme on les appelle maintenant. Rappelez-vous ces phrases qui sont sorties sur les assistants, qui ont été dites et prononcées sur les assistés, qui sont évidemment dans le sens de ça. Donc, alors, est-ce qu'on est dans un régime totalitaire? Non, mais voyez que les méthodes diffèrent peu. De l'autre côté, qu'est-ce que c'est qu'un régime démocratique? C'est l'élection de ses maîtres. Donc, bon.
Deuxième phrase qui m'a semblé intéressante, le pouvoir est de déchirer l'esprit humain en morceaux pour le rassembler en de nouvelles formes que l'on a choisies. Alors comment on déchire un esprit humain? Eh bien, il suffit de créer un choc. Pourquoi en créant un choc, vous créez une sidération et l'esprit humain s'éparpille. C'est-à-dire qu'il est incapable de se concentrer pour analyser la situation ou en discerner les éléments qui lui permettraient à cet esprit humain de prendre la bonne décision ou d'adopter le bon comportement en fonction de ce discernement. Quand vous êtes sidéré, c'est-à-dire vous êtes immobilisé, voire vous êtes pétrifié, n'est-ce pas? Et donc on crée des chocs. Alors il y en a plein de chocs comme ça. Il y a des chocs qui sont liés au conflit. Récemment, la déclaration de députés conservateurs européens, et quand je parle de récemment, c'est au mois d'avril 2015, qui ont pensé la possibilité de faire la guerre à la Russie, parce que, disent-ils, la Russie c'est l'ennemi de l'Europe. Donc on prépare le choc, mais aussi des crises qui se succèdent les unes aux autres et qui terrifient et qui éparpillent le jugement et donc l'esprit humain. Et après, il suffira, à force de propagande, de pouvoir le recomposer et ce faisant, de lui faire accepter son sort à l'humain. Et puis, il y a aussi l'éradication du futur. C'est une autre façon de faire aussi. Quand, pour un humain, comme pour moi, s'il n'y a plus de possibilité de penser le futur, alors l'esprit se désagrège. Alors il n'est pas concentré sur une vision que nous aurions de notre vie, de notre destin et la façon dont nous pourrions le construire. Dans ce cas-là, notre esprit est saisissable par d'autres puissances et par la puissance de la propagande, évidemment. Une autre phrase qui me paraît intéressante, le pouvoir n'est pas un moyen, c'est une fin. Et il est indéniable pour le coup qu'on ne pourrait pas dire autre chose que pour les multinationales qui cherchent un pouvoir sur leur marché, et dans les cadres d'accords internationaux qui sont en train de se négocier aujourd'hui, un pouvoir juridique, donc un pouvoir sur les pouvoirs politiques. Mais on peut voir d'autres signes du pouvoir considéré comme une fin. La longévité, par exemple, en France, de notre personnel politique, où certains hommes sont là depuis 30 ans, voire 40, indéboulonnables, toujours prêts à se faire élire, et nous élisons d'ailleurs, donc ils auraient tort de se priver, et cela prouve évidemment que le pouvoir est une fin en soi, puisque l'objectif de tous ces individus qui en ont fait profession, c'est d'obtenir le pouvoir et de se le passer d'une main à l'autre. Autre phrase qui m'a paru intéressante, le passé est interdit. Et pourquoi, dit O'Brien. Et la réponse qu'il fait, que je résume parce qu'il ne l'a pas faite de cette façon, ainsi nous séparons ce qui relie les hommes. Effectivement, Régis Debray, taquin comme il est, disait que la classe gouvernante pense que l'histoire remonte à 1989, c'est-à-dire à la chute de Berlin. Au-delà de ça, il n'y a pas d'histoire. Et on constate effectivement que la façon dont nous intervenons violemment, sans crier gare, dans des pays dans lesquels nous voudrions, paraît-il, instaurer la démocratie libérale, eh bien, nous ne tenons absolument pas compte de l'histoire. Monsieur Bush a détruit l'Irak, qui était probablement, enfin qui n'est pas probablement, qui est historiquement un des grands foyers de la civilisation de notre monde, sans d'ailleurs considérer, sans avoir aucun égard à ce propos. Pourquoi? Parce que ce monsieur, comme ses conseillers et comme l'ensemble des classes politiques, en général, sont privés d'histoire et ils réagissent dans une sorte de gestion du présent, étant la seule dimension dans laquelle ils peuvent réfléchir, si tant est qu'on peut appeler ça des réflexions. De la même façon, nous intervenons, nous Français, dans les pays comme la Libye par exemple, sans avoir au préalable bien réfléchi à ce que c'était que ce pays-là, d'où il venait, quel était son passé, sa partition. Le Libye n'a pas toujours été la Libye telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec aujourd'hui les conséquences que l'on connaît, c'est-à-dire un chaos innommable, une misère pour les populations absolument insensée, et finalement des gens qui abordent sur nos rives et qui n'abordent pas sur nos rives d'ailleurs, coulent par centaines dans le cimetière méditerranéen. Et effectivement, quand nous ne sommes plus dans le passé, nous ne sommes plus reliés. Nous ne savons plus ce qui nous fonde et ce qui fonde les communautés, ce qui fonde par exemple, ce qui peut fonder nos inimitiés. C'est intéressant, sinon on reste dans la lutte corse ou sicilienne, c'est-à-dire on se bat mais on ne sait plus pourquoi. Donc il y a quelque chose, me semble-t-il, qui est fort dans cette phrase-là, c'est qu'effectivement,
il suffit d'enlever le passé aux hommes pour qu'ils ne soient plus reliés. Et d'ailleurs, la tendance dans l'éducation nationale qui consiste à retirer l'histoire quand on peut la retirer sans qu'il y ait trop de cris, eh bien, on le fera. Alors, est-ce qu'on est conscient de ce faisant d'anéantir ce qui unit les hommes? Je n'en sais rien en tout état de cause. La méthode est la même que dans un régime totalitaire. Et puis, il y a une autre phrase qui est passionnante aussi. Il parle à un moment, O'Brien, il dit il faut détruire les plaisirs rivaux, c'est-à-dire, vous l'avez compris, le seul amour potentiel possible, c'est l'amour du parti. En d'autres termes, c'est l'amour, ce que veut dire Orwell et ce que dit O'Brien dans le film, l'amour du parti, c'est l'amour du monde tel qu'il est. Et ce qu'on nous demande, c'est d'aimer le monde tel qu'il est, et surtout de ne pas changer ce monde-là. Et à force, nous finirons par l'aimer. Et pour ça, il faut détruire les plaisirs rivaux. Effectivement, les plaisirs rivaux ont été détruits, puisque les seuls plaisirs dont nous disposons aujourd'hui sont consommés. Consommer du produit, consommer de l'image, consommer du discours. Voilà, et toute tentative de trouver d'autres plaisirs marginalise évidemment. Si vous pensez que finalement le plaisir de la consommation n'est plus un plaisir, alors, ou n'est pas un plaisir, et que vous allez le trouver ailleurs, peut-être dans la relation, peut-être dans l'amour, peut-être dans les foins, peut-être dans une ferme, peut-être peu importe, ou d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, eh bien, vous serez marginalisé. Si vous n'êtes pas, d'ailleurs, parce que vous êtes marginal, arrêtez. Rappelez-vous de l'affaire de Tarnac. Et donc, si vous voulez, il y a quelque chose dans ce que dit O'Brien à propos des plaisirs rivaux qui est très intéressant. Effectivement, nous n'avons plus affaire à des plaisirs rivaux. Les plaisirs rivaux ont été remplacés par des plaisirs triviaux. Et c'est peut-être ça qui fait que nous consentons à ce totalitarisme qui ne déclare pas ce qu'il est, et que nous consentons bien volontiers, apparemment. Et ce que dit Winston à un moment, parce que bientôt il ne pourra plus parler, ce que dit Winston, c'est que c'est un signe de la crainte de la vie. Effectivement, l'ensemble de ce que nous vivons aujourd'hui est mortifère, et que ça ressemble bien à la crainte de la vie, et que ça ressemble bien à ça. Et on n'aime pas finalement dans la vie son imprévisibilité, sa puissance, ses jouissances, parce que la vie est libre. Et que ça c'est insupportable pour les systèmes, et pour le pouvoir. Winston conclut cette scène en tous les cas, que je vous ai montré, la vie vous vaincra. Oui, elle vaincra la vie, probablement. Quand elle s'instaurera dans les bureaucraties, quand elle reprendra pied dans les pouvoirs nationaux et internationaux de commissions, de comités, d'organisations, etc. Oui, oui. Quand elle finalement s'opposera à toutes celles et ceux qui en veulent à la vie. Et pourquoi celles et ceux-là en veulent à la vie? Parce que, me semble-t-il, ils ne sachent pas eux-mêmes vivre. Voilà ce qu'on pouvait dire ce que je pouvais dire sur cet extrait de film. Je vous laisse à vos réflexions avec ça. Si vous n'avez pas lu le bouquin d'Orwell, franchement, il faut le lire. Il y a peut-être un deuxième livre d'Orwell qui serait intéressant que vous lisiez, c'est La ferme des animaux. Et puis, si vous n'avez pas vu le film, voyez-le, pardon. Voyez-le, je pense que avec attention, ce sont des éléments qui nous permettent de discerner pour mieux comprendre la situation dans laquelle nous sommes, et pour mieux comprendre parfois comment on y consent sans trop savoir pourquoi on y consent. À très bientôt donc pour un prochain film, une prochaine fois. Au revoir.